Alors, Alexandre Varro, maître Alexandre Varro, je ne sais pas comment nous allons boucler notre conversation parce que c'est tellement riche que j'ai peur que nous loupions des épisodes et nos téléspectateurs vont comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de choses chez vous, derrière vous, en vous. Vous êtes connu comme, actuellement surtout, l'avocat de Marine Le Pen dans un procès délicat qu'elle affronte actuellement. Vous êtes un avocat très connu, vous avez plaidé dans de nombreuses causes. Vous avez été l'avocat de Philippe de Villiers, vous avez été l'avocat de la Manif pour tous, par exemple, enfin, certains aspects de la Manif pour tous. Avocat, fils d'avocat, votre père était Jean-Marc Varro, aussi grand ténor du barreau, ça se dit toujours, Alexandre ? En tout cas, à son époque, ça se disait. Ça se disait. Bon, et c'est une espèce en voie de disparition. Et qui a été célèbre, notamment parce qu'il a été l'avocat de Maurice Papon, mais il a plaidé beaucoup de causes. J'ai bien connu votre père. D'ailleurs, je fréquentais la même paroisse que lui, à Saint-Eustache, à l'époque. Donc, je l'avais souvent rencontré. La paroisse des oratoriens, c'est parce qu'il avait été élève à Saint-Martin-de-France, à Pontoise, toute sa scolarité, école des oratoriens, qu'il allait par piété ancienne, reconnaissance pour les oratoriens, qu'il avait formé, lui qui avait été un élève en difficulté, parce qu'il était totalement sourd. Votre père ? Oui. Jean-Marc Varro ? Oui, il n'entendait rien. Mais il s'est soigné. Il avait avec des appareils, à l'époque encore peu performants. À un moment, il a dû se dire, puisque je n'entends rien, on va m'écouter. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à parler. Homme de grand caractère. Voilà, il n'entendait pas ce qu'on lui disait, mais les gens entendaient ce qu'il disait. Ah bon. Je comprends encore mieux son racisme, du coup. Sourd lui aussi. Vous connaissez la fameuse phrase, elle est tellement belle qu'on se demande si elle n'est pas apocryphe, de Maurras sur son lit de mort. Sa dernière phrase serait « Pour la première fois, j'entends venir quelqu'un ». Eh oui. C'était une ironie que tout le monde n'a pas comprise, d'ailleurs. Alors, votre père, vos grands-parents étaient avocats aussi. Votre mère est avocate. Oui, dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup de femmes avocats. Eh oui. Elle n'était pas la première, mais elle était du début des femmes avocats. Et de temps en temps, elle s'est distraite de son métier pour s'occuper de ses enfants. Éducation extrêmement discutable quand on voit ce que ça a donné, mais en tout cas, c'était une mère aimante. Et votre femme... Maïté, elle n'est pas avocate, mais presque, elle a une cause. Elle a fait des études de droit, elle aurait pu. Elle est professeure, notamment, actuellement, mais elle est aussi la présidente. J'aimerais que nous parlions de cet aspect des choses qui vous touchera, on va voir pourquoi, qui nous touche. Présidente de l'association des amis de Jérôme Lejeune. Je pense que tout le monde connaît le nom de Jérôme Lejeune, nous allons y revenir. Et 2 de vos 4 enfants sont avocats, une fille et un garçon. Exactement. Et d'ailleurs, nous voyons à l'écran des souvenirs d'avocats, et notamment d'un personnage que votre famille a vénéré beaucoup, le grand avocat du 19e siècle que tout le monde connaît. Pierre-Antoine Berryer. J'ai oublié son prénom. Pierre-Antoine Berryer. On voit à l'écran le carnet de Berryer. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans la robe. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous dise un môt de ce carnet maintenant ou on le réserve pour plus tard ? Non. Tout de suite, on y va. Parce que nous sommes chez les avocats. Ce carnet est un objet, c'est une relique familiale importante. Il a été acheté par mon grand-père pour l'offrir à son fils, mon père donc, Jean-Marc, au moment où mon père a prêté serment. Et mon grand-père avait glissé dans ce petit agenda de Berryer, puisqu'il est écrit agenda, sa carte de visite pour ta prestation de serment, ton père, machin. Au moment où j'ai prêté serment, mon père m'a offert, et il a glissé sa carte de visite. Et lorsque mon fils a prêté serment, il y a quelques années maintenant, j'y ai glissé ma carte de visite et je lui ai offert le jour de sa prestation de serment.
Et j'attends, si Dieu me prête vie, de voir le jour où mon fils offrira cet agenda Berryer à son fils Gabriel, qui a pour le moment 6 mois, donc on a un petit peu d'attente. Mais il a même. intérêt à être avocat, si j'ai bien compris. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est une belle... Non, c'est ça ou la Vologne. Ah tiens. Mauvaise plaisanterie d'avocat. Non, mais peut-être que nous en parlerons de la Vologne. J'ai envie de vous en parler. Mais peut-être pas vous, je ne sais pas. Enfin, de grandes affaires en tous les cas. Nous parlerons aussi, bien sûr, de l'affaire à laquelle tout le monde pense, c'est-à-dire l'affaire des assistants de Marine Le Pen et de plusieurs députés FN puis RN au Parlement européen dont vous êtes de nouveaux membres. Alors c'est une incongruité, je vous ai connu en 99, nous avons été élus ensemble au Parlement européen, et nous sommes devenus assez vite amis, et je dois dire que comme amis, vous savez témoigner de l'amitié. Je n'entre pas dans les détails, mais vous m'avez rendu très gracieusement d'innombrables services. Donc vous êtes un ami qui prouve ce que veut dire l'amitié. Et ça, je vous en serai gré. Ad vitam aeternam, si tant est qu'elle soit éternelle. Parlement européen, vous avez été élu avec Philippe de Villiers, sur la liste Pasqua-Villiers en 99. J'étais sur le contingent Pasqua, vous sur le contingent Villiers. Vous n'avez pas du tout souhaité, en 2004, à la fin de ce mandat au Parlement européen de 5 ans, être réélu, parce que j'avais pas l'impression pour vous que l'essentiel était dans la politique, bien que vous fussiez très proche de Philippe de Villiers et même vice-président du MPF. Oui, j'étais vice-président, porte-parole, j'avais toutes sortes de chapeaux à plumes, mais je n'avais pas vécu un mandat très heureux. Non, voilà. Ça vous avez enquiquiné pour oui, mais nous étions dans... C'est difficile dans une assemblée parlementaire d'être minoritaire, non inscrit. Voilà. Notre puissance, vous l'avez bien connu, on faisait un peu les feuilles de salade. Hein. Notre puissance de manœuvre est extrêmement faible. Voilà, un peu l'impression de ne servir à rien. Il y a le moment où on est content d'arriver, où on est flatté d'arriver, parce qu'on a été élu. J'étais le plus jeune député à ce moment-là, en 99. Oui. Vous étiez encore plus jeune, c'est vrai, il y a 25 ans. Oui, j'avais 32 ans, je pense, au moment de cette élection. Oui. Et alors, maintenant, la jeunesse est devenue une habitude, mais à l'époque, c'était plus rare. Et bon, voilà. Après, je suis retourné à mon métier. C'était très bien, d'ailleurs, parce que du coup, j'ai été élu à votre place, puisque vous aviez décliné, et j'ai donc accepté d'être tête de liste pour Philippe de Villiers, et j'ai été réélu grâce à vous, autre service que vous m'avez rendu, si tant est que ce soit un service. Et voilà que, 20 ans plus tard, en 2024, c'est-à-dire en juin dernier, 20 ans après avoir quitté le Parlement européen... 25 ans après y être rentré, j'y viens. 25 ans après y être rentré, j'y vais tous les quarts de siècle. Donc, ça bien, il y a une horloge. Voilà, c'est un principe acquis. Donc, mon élection suivante, j'aurai 83 ans. Très bien. Et peut-être que vous pouvez ne pas laisser passer 10 ans. Si je ne serai plus le plus jeune, je serai le doyen. Et c'est bien ainsi. Non, j'ai trouvé que je n'avais pas envie de me retourner sur ma vie plus âgée en me disant que je m'étais pas occupé de mon pays. C'est bien de s'occuper des intérêts individuels. Le métier d'avocat est un très beau métier que j'aime faire. Ça, on a compris que vous l'aimez. Voilà, que je continue à faire, un peu moins forcément, parce que je peux pas faire totalement les deux métiers, mais que je fais encore. Je vous coupe, c'est une des rares professions, avec celle de professeur, que l'on peut occuper tout en exerçant un mandat électif, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Oui. Alors j'ai quelques limitations, il y a quelque chose que j'ai pas le droit de faire, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Ça n'a pas d'intérêt de rentrer dans les détails. J'ai des incompatibilités qui sont limitées. Donc je continue à exercer ce métier avec bonheur, mais le temps n'étant pas extensible à l'infini, évidemment, un petit peu moins. Alors voilà. Après, il faut être disposé à travailler 70 heures par semaine, et ça, j'y consens volontiers. Moitié barreau, moitié parlement ? Oui, même un peu plus parlement, un peu moins barreau, mais voilà. Beaucoup les deux, toutes les semaines ne se ressemblent pas exactement. Voilà. Et donc, d'un côté, les intérêts individuels, défendre des individus, dans leur honneur, leur vie, leur argent, parfois, les choses qui comptent pour eux, et l'autre, défendre le pays. Et je suis revenu à la politique en me disant, j'ai pas envie, dans mon vieil âge, de me retourner vers ma vie et de me dire, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour mon pays. Voilà. Et donc, il fallait que je revienne dans la vie politique. Par chance, Marine Le Pen et Jordan Bardella m'en ont donné l'occasion.
On s'est rencontrés, on s'est parlé, on s'est Je crois jaugé. qu'elle vous apprécie beaucoup, j'ai l'impression. Écoutez, en tout cas, ils ont considéré que j'étais digne d'eux. Donc, ils ont bien voulu que je sois à une place qui assurait une élection certaine. Voilà. Et voilà deux chefs députés français au Parlement européen. Évidemment. Comme il faut dire, n'est-ce pas? Voilà. Pas députés européens. Et siégeant dans quelle commission? Affaires constitutionnelles, oui. Qui est une commission qui s'occupe notamment des questions de l'élargissement de l'Union européenne, alors des questions des traités, quand on y touche, et de l'élargissement, sujet auquel on touche tout le temps. Même quand on ne les respecte pas. Voilà, et l'élargissement est un sujet permanent, on voit arriver aux portes de l'Union européenne des pays dont il n'y a rien à dire comme tel. La Serbie est un pays tout à fait respectable, la Moldavie, voilà, c'est un peu les pays des Balkans qui sont à venir, mais nous ne sommes guère favorables à un élargissement continu de cette Union européenne, ni d'ailleurs à un approfondissement exagéré. Enfin, voilà. Et vous n'êtes même pas favorable, hélas, 3 fois hélas, à l'idée toute simple de déguerpir de ce guêpier, si je puis dire. Non, je ne pense pas que ce soit l'Union européenne à la carte, pas au menu. Essayer d'en faire quelque chose qui ne soit pas obligatoire. Il faut la changer. Il faut changer les traités. Il faut l'améliorer. Mais je ne pense pas que nos concitoyens souhaitent que l'Union européenne déserte totalement nos perspectives. Donc, non, que l'Union européenne continue à exister, nous ne sommes pas des frexiteurs. Favorable ou non à un référendum, je ne sais plus, dans les... Sur un éventuel Frexit ? Oui. Non, on ne le proposera pas. Non, on ne proposera pas. Et l'euro ? En tout cas, pas d'avantage pour l'euro. L'euro, c'était une très mauvaise idée d'y entrer. Ça serait une encore plus mauvaise idée d'en sortir. Ah, il y a une très belle image. C'était idiot d'entrer dans l'euro, mais c'est comme un avion. Quand on s'aperçoit qu'on est dans un avion qui va à Varsovie, alors qu'on aurait dû prendre un avion qui va à Madrid, on ne dit pas « ouvrez la porte, je saute ». C'est pas possible. C'est la même chose. Voilà. Ouais. Donc les conséquences économiques d'une sortie seraient certainement désastreuses, extrêmement inquiétantes pour les gens et désastreuses d'un point de vue macro ou microéconomique. Enfin bref, c'est pas une perspective. Donc l'euro, on fait avec. L'Union européenne, il faut la réformer. Il y a beaucoup de choses bonnes qui se font entre pays européens, mais il faut choisir ce qu'on veut faire ensemble à un moment donné. Il y a des choses qu'on peut faire très bien à 10, d'autres qu'on va faire très bien à 5, d'autres très bien à 15. On n'est pas obligé de se mettre toujours à 27 pour faire des bêtises. Voilà. Alors vous me disiez tout à l'heure, à table, on ne cache pas à nos amis qui nous regardent que nous sortons de table, oui, raison pour laquelle... On ne leur révélera pas le menu scandaleux, mais... Scandaleux, oui. Mais ponctué d'un petit cigare, c'est la raison pour laquelle je me permets de fumer, puisque vous m'y autorisez. Puis après tout, je suis chez moi, n'est-ce pas? Donc la question est réglée. Mais vous me disiez à table, donc, et c'est assez touchant ça aussi, que pour vous, le Parlement européen a complètement changé d'allure, de rythme et d'intérêt à 20 ans d'intervalle. Vous me dites que aujourd'hui, alors que quand nous étions ensemble au début de ce siècle sur les bancs de Strasbourg, enfin de Strasbourg et de Bruxelles, plus de Bruxelles que de Strasbourg d'ailleurs, notre utilité était bien mince. Qu'est-ce qui a changé donc ? Alors un certain nombre de... Il y a des invariants, hein. La moquette est toujours la même. Et l'inutilité aussi. Sinon, on voit l'importance extrêmement paradoxale de la langue anglaise. Alors que il n'y a guère que les... Malgré le départ de la Grande-Bretagne. Malgré le départ de la Grande-Bretagne, il n'y a qu'à Malte, 500 000 habitants je crois, et en Irlande... En Irlande, c'est même pas la langue officielle. La langue officielle, c'est l'irlandais. C'est l'irlandais, bon, qui doit être assez proche de l'anglais, j'imagine. Je n'ai jamais poussé l'effort en Irlande, à Dublin, au-delà de la commande d'une pinte de bière, donc en anglais, il me comprenait en tout cas. Maintenant, là où les décisions se font... C'est un peu comme le breton, vous savez. Ouais, là où les décisions se font, tout se fait en anglais. Alors, dans l'hémicycle, c'est traduit. En commission, c'est traduit. D'ailleurs, on perd beaucoup, vous l'avez connu, on perd beaucoup de qualité et de compréhension avec ces traductions. Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, les traducteurs, mais ça donne une espèce de novlangue assez médiocre. Et du droit assez médiocre. On est très très loin du code civil, du début du 19e.
Donc là où les décisions se font, c'est-à-dire dans les couloirs, dans les petites réunions, voilà, on parle anglais. Et si vous ne parlez pas anglais, vous n'appartenez pas au pouvoir. Oui, et je crois que vous me racontiez aussi que lors d'une réunion, tout le monde s'était mis d'accord pour ne pas recourir tout le monde, au traducteur. Je ne sais pas quel type de réunion c'était, un peu plus technique. Oui, tout le monde était d'accord et que vous avez quand même levé le doigt. J'ai réussi à m'opposer. C'était même en disant, mais je veux le traducteur. C'est même pas tellement que tout le monde s'était mis d'accord, c'était que le président de la réunion avait considéré que tout le monde allait être d'accord. Il était de quelle nationalité, ce président qui était un Autrichien, je crois, voilà. Et qui considérait que c'était une évidence. L'alliance germanique, germano-américaine. Et qui ne proposait pas que l'on votât, puisqu'il disait, bon, tout le monde est d'accord, disait-il, en promenant une main impériale sur l'Assemblée, et tout le monde devait être d'accord, et par chance, je me réveille à ce moment-là, et je lève une main, j'appuie sur mon micro de l'autre, et je dis, en fait, non, moi je ne suis pas d'accord. Unis dans la diversité, mais dans la diversité. C'est ce que j'ai invoqué. Et l'autre, j'ai été soutenu immédiatement par un Portugais. Le président a vu que peut-être la mer était en train de monter, et il s'est rapidement rétracté et a dit très bien, on prendra le français. Mais il n'y a rien que pour ça. Qui n'était pas un problème, parce qu'il n'y avait aucune raison de refuser des traductions. C'est pas un problème, il y a un monde fou comme traducteur, ça coûte les yeux de la tête. Il y a des centaines de traducteurs au Parlement européen qui, de toutes les manières, sont là. On va pas en licencier. Donc, c'est juste pour imposer un système où, voilà, tout le monde parlera la langue des maîtres. Les maîtres n'étant plus les Anglais, je vous laisse essayer de deviner qui il peut être. Vous parlez d'or, cher maître. Bien, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une opération, pour moi, entièrement états-unienne. Mais est-ce que ça devient un parlement? Donc aujourd'hui, c'est plus sérieusement un parlement que ça ne l'était il y a 20 ans? Il s'y décide quand même des choses qui ont, à terme, c'est-à-dire que là, chaque nation ne le voit pas tout de suite, parce que quand dans le trilogue entre les différentes instances européennes, on finit par aboutir à un texte, à une directive, il se passe des années. Et avant que cette directive entre en droit français dans l'application concrète, il se passe à nouveau des années. Donc ça explique aussi que notre activité soit peu médiatisée, parce qu'elle n'est pas dans l'actualité immédiate. Mais je crois savoir que les 2/3 de l'activité de l'Assemblée nationale consistent à intégrer en droit français. Mais c'est le scandale. Nos directives. C'est le scandale. Les directives qui est une chambre d'enregistrement. Le Parlement français étant une chambre d'enregistrement. Donc les choses se font largement en amont au Parlement européen. C'est-à-dire que les décisions de la Commission européenne font l'objet d'un double enregistrement. D'abord par le Parlement européen, ensuite par le Parlement français. Mais la décision, elle est à la Commission. Est-ce que je caricature? Alors, la Commission a déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a le monopole de l'initiative. Oui, il faut le répéter. Il n'y a pas, comme en France, proposition et projet de loi. Proposition parlementaire et projet gouvernemental. Voilà. Il n'y a que la Commission qui puisse introduire un texte dans le circuit législatif européen. Donc ils ont la totalité, c'est quand même l'essentiel du pouvoir, ils ont la totalité de la proposition. Un groupe, fût-il de 200 députés, ne peut pas proposer un texte. Voilà, tout ce qu'il peut faire, c'est amender des textes qu'on lui a proposés. Mais si le texte qu'il souhaite ne vient pas, il ne viendra jamais. Et comment un souverainiste peut accepter ça? Nous l'avons fait, vous le faites. C'est absurde. On y va pour mettre des bâtons dans les roues, on y va pour essayer de changer le système. On l'a connu, vous et moi, nous étions quelques-uns. Notre groupe était d'une trentaine de personnes. Et voilà. Les groupes dissidents, moi, j'appartiens aujourd'hui à un groupe de 83 députés. Oui, ça a changé, ça. Qui compte 13 nationalités. Oui. Le groupe Patriote pour l'Europe. Le groupe ECR des conservateurs, qui n'est pas très éloigné de nous. Ils sont 80 aussi. Voilà, ils sont également 80. Les Allemands, qui sont parfois des gens un peu problématiques, en rapport avec leur histoire. Comment dites-vous? Les Allemands. Problématiques? Oui. Je vois. Ont leur propre groupe, mais de temps en temps voteront probablement comme nous. Voilà, il n'est pas question de s'allier avec eux. Bref, parfois, souvent, on pèse
200 voix, un peu plus. Oui, sur 700. Oui, sur 700. Mais si de temps en temps, il y a des gens du PPE qui sont saisis d'un sursaut moral ou politique, on fait des majorités. On a fait déjà depuis... on vient d'être élu, hein, on a déjà fait quelques fois des majorités. Alexandre Varro, où va cette Europe? Un des derniers titres du Nouveau Conservateur, l'Europe du songe au mensonge. L'Europe sombre dans les mensonges. Elle fait semblant d'avoir une politique en matière d'immigration. Elle a une politique inverse. Sa politique d'immigration n'est pas une politique de protection des nations contre l'immigration, mais d'encouragement de l'immigration. C'est un mensonge parmi d'autres. Elle fait semblant de vouloir la paix. Elle est devenue une machine de guerre contre une partie de l'Europe orientale, c'est-à-dire la Russie. Un autre mensonge, elle fait semblant de ne pas être un État, mais elle nomme des ambassadeurs qui sont supposément les supérieurs hiérarchiques, sans que ce soit écrit, des ambassadeurs des nations, notamment l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France me disait, mais je reçois des ordres maintenant de l'ambassadeur de l'Union européenne, dans un pays africain de surcroît. Je ne dis pas lequel pour ne pas couper mon ambassadeur. Enfin, c'est un mensonge, donc ça joue au super-État. Où va-t-elle, cette institution européenne? Alors, il est certain que la Commission ne cesse de dépasser ses pouvoirs, avec une certaine efficacité d'ailleurs, parce que comme personne ne cherche vraiment à l'arrêter, et nous avons le droit maintenant à un discours qui ressemble au discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis. Tous les ans, Madame Ursula von der Leyen nous offre un discours sur l'état de l'Union européenne, qui est le copier-coller à la Obama ou Biden, du discours américain. Mais c'est dans la Constitution américaine, les Américains font ce qu'ils veulent, ça les concerne. Et puis c'est leur président, c'est bien normal qu'ils le fassent. Voilà. Mais cette dame qui dirige la première administration de l'Union européenne, on ne lui retirera pas ça. C'est une administration éminente, avec des compétences éminentes. Mais c'est une administration. Éminente et toxique. Voilà. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'elle est une administration. Oui. Et elle se veut un pouvoir politique. Elle joue au chef d'État. Voilà. Et or, la créature a totalement échappé à son maître. Oui. Voilà. Maintenant, elle fait le discours sur l'état de l'Union, elle fait la leçon à chacun, et elle a... Il faut le reconnaître, par les traités, un certain nombre de pouvoirs, notamment dans le choix des commissaires, les propositions, mais c'est elle qui ratifie. Et c'est d'autant plus dangereux que l'on voit bien, depuis que cet État, ce faux État, joue à l'État à la place des États nationaux qui sont priés de se taire sur un très grand nombre de questions, notamment la politique étrangère, par exemple, mais bien d'autres sujets, la politique industrielle, la politique migratoire. Le résultat est que l'Europe s'enfonce dans l'inexistence politique. Aujourd'hui, c'est flagrant. Elle était faite, cette institution, pour redonner à l'Europe un poids en face de la diversité du monde, des mastodontes russes, chinois plus tard, américains. C'est tout l'inverse. Non, mais c'est pour ça que nous sommes là pour la changer. Et sommes pas mais là nous pour... le disions déjà il y a 30 ans, oui, mon cher Alexandre. Oui, mais je suis sévère avec vous, je suis désolé. Entre-temps, on le disait déjà. Oui, mais entre-temps, nous avons multiplié notre puissance par 5 ou par 10. Donc, il ne faut pas être absolument désespéré. Je ne sais pas si je suis de ceux qui le verront, mais peut-être que ça sera mon fils. Le désespoir n'est pas dans votre tempérament. Mais l'évolution est clairement en notre faveur. Alors, vous avez raison. Ce qui se passe, par exemple, Frontex, pour parler de la question des frontières. Ouais. Voilà, l'immigration, qui est une question centrale de la politique européenne. Voilà, où on vient de voir deux bouleversements insensés, c'est-à-dire que Angela Merkel a fait venir 2,5 millions d'immigrés dans son pays, à grand renfort de flonflons, de tambours et de trompettes, et que maintenant les Allemands viennent de fermer tellement violemment leurs portes que tout le monde les suit, en se disant si les Allemands le font, on a le droit de le faire nous aussi. Oui, et nombre d'immigrés allemands arrivent en France, où les choses sont plus favorables. Évidemment que ça dégoulinait d'un peu partout. C'est dingue. Voilà. Nous, on avait sur notre liste... en troisième position, Fabrice Leggeri, qui était l'ancien directeur de Frontex, qui a eu... Sur la liste RN en juin dernier. Sur la liste du Rassemblement National. Et Fabrice Leggeri a eu l'idée baroque de faire son travail, celui pour lequel il avait été embauché, c'est-à-dire de surveiller les frontières de l'Union. Or, il n'avait pas compris, quoique énarque et normalien, et a priori doté d'un cerveau, il n'avait pas compris qu'on lui demandait pas de faire son travail. Non, on lui demandait de transformer Frontex en agence d'accueil. D'accueil des immigrés. Voilà, on fait venir les immigrés et ensuite on les répartit.
Mais vous voyez bien que cette machine est intrinsèquement perverse. Sur l'immigration... Elle est totalement folle. Mais si je fais de la politique, c'est pour la changer, c'est pas pour l'applaudir. Frontex existe depuis 30 ans, Alexandre Varro. Et depuis 30 ans, l'Europe est submergée. Alors à quoi sert ce Frontex ? Il faut le changer. Il faut le changer, il faut l'améliorer. Alors, c'est pas le pacte asile et migration récemment voté qui va beaucoup améliorer les choses. Qui est effrayant, parce qu'il fixe un minimum d'immigration. Mais Paul-Marie Couteau, si tout allait bien, je serais toujours avocat. Non, mais je serais toujours avocat. C'est le seul point, Alexandre, sur lequel nous divergeons. Voilà. Non, mais alors... je suis frexiteur, moi, voilà. Je fais de la politique parce que les choses vont mal. Et que j'ai l'espoir qu'elles aillent mieux, et que j'ai envie de contribuer à ce qu'elles aillent mieux. Si tout va bien, je resterai. Pourquoi sortir de sa chambre où on peut être tranquillement installé à lire des livres, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc la sagesse pascalienne aurait pu me gagner, mais non, il fallait sortir de sa chambre parce que les choses vont mal. Alors, je ne vais pas vous titiller plus longtemps. Je ne veux pas du tout que notre conversation se devienne contradictoire. Mais c'est le seul point sur lequel nous divergeons, Alexandre, en réalité. Parce que maintenant, je suis vraiment furieux contre cette machine. Et je n'accepterai pas, pour dire des choses franchement, et j'ai plusieurs fois refusé, d'être de nouveau député européen, parce que je crois qu'il faut en sortir, et surtout pas jouer le jeu. Bref, puisque nous en sommes au Parlement européen, c'est le moment, je comptais en parler plus tard, mais restons sur le sujet, de parler de ce qui défraie la chronique aujourd'hui, c'est-à-dire cette affaire d'assistant parlementaire. Consacrons quelques minutes au sujet, parce que je ne suis pas sûr que nos contemporains, qui suivent ce procès qui va durer longtemps, qui a conduit Marine Le Pen à se défendre, nous enregistrons à la fin du mois d'octobre, le procès suit son cours. Quel est le chef d'accusation ? Alors, tout le monde ne le comprend pas. Non, c'est normal que tout le monde ne le comprenne pas. Alors il faut le dire. Parce qu'il est absurde. Parce que c'est une critique. C'est absurde ce qu'on propose. Voilà. J'ai des divergences avec Marine Le Pen, certes, mais c'est absurde ce qu'on lui reproche. Oui, comme c'est un objet né dans un cerveau de l'Union européenne, il est nécessairement complexe et potentiellement absurde. Alors ce qu'on reproche. Alors dans cette affaire, je précise que je ne suis pas plus un des avocats de cette affaire, car ça fait partie des incompatibilités subsistantes. Je n'ai pas le droit d'être député et avocat dans cette affaire-là. J'y joue un rôle comme porte-parole du Rassemblement national à l'égard des médias dans ce dossier que je connais bien pour avoir été l'avoir accompagné pendant 10 ans. Ce qu'on reproche aux députés du Rassemblement national, c'est d'avoir eu des collaborateurs, des assistants parlementaires qui ne faisaient pas exclusivement du travail législatif. Je précise que la totalité des collaborateurs en question faisaient du travail politique. Que pas un, évidemment, n'a eu un emploi personnel et que pas un n'a eu un emploi fictif. Ça n'est pas prétendu. Ce qui, était très courant au XXe siècle. C'est bien arrivé, on le sait très bien. Beaucoup de députés, voilà. Mettons que c'était avant notre arrivée en 99, oui, mais je n'ai pas garanti que ça ne... Des emplois familiaux. Des députés nommés assistants parlementaires, parce qu'ils n'avaient, c'est ça le centre du sujet, pas besoin d'assistants parlementaires, mais qui étaient rémunérés, ils nommaient leurs femmes, leurs tantes, leurs concierges, qui rétrocédaient une partie de l'argent. Bien sûr, rien de tout cela nous est reproché. La totalité des gens... C'est déjà mieux. Rien de tout ça nous est reproché. La totalité des assistants ont fait de la politique, et que de la politique. Il n'y a pas un centime qui a été détourné dans une poche privée. Ce qui nous est reproché, c'est que certains ont travaillé avec le Rassemblement national, à la demande de leurs députés. Ou avec d'autres partis, d'ailleurs. Voilà. Et nous, ça nous paraissait absolument normal. Il faut bien dire qu'à l'époque, tout le monde faisait ainsi. Et que, évidemment, la foudre est tombée sur nous, car nous sommes d'excellents partenaires de la vie politique. Voilà. Donc, on essaye d'expliquer au tribunal. J'ai l'impression, Marine Le Pen s'y emploie avec l'énergie qu'on lui connaît. Elle est aux audiences en permanence, elle bataille, elle explique, elle fait comprendre des choses qui sont mal connues, parce que la vie politique est parfois mal connue des juges. Et donc, je pense qu'elle est entendue, qu'elle va l'être, que nos seuls employeurs, notre employeur, c'est pas le Parlement européen. Nous n'avons pas été embauchés par le Parlement européen, nous avons été élus. Voilà. Donc, nous nous imposons dans cet hémicycle. Nos seuls employeurs sont nos électeurs. Ensuite, nous avons des devoirs à l'égard des électeurs. Pendant
longtemps, mais je crois que ce n'est plus le cas, enfin de notre temps, le premier mandat, les députés étaient rémunérés par les assemblées nationales. Ah oui, ça n'est plus le cas. Maintenant, il y a un statut unique. Nos seuls employeurs sont nos électeurs. C'est à eux que nous devons des comptes. Notre seul devoir, c'est de faire de la politique. Et là, il faut rentrer dans une petite subtilité de science politique, mais qui commande le juridique. C'est que c'est pas le même métier d'être un député de la minorité et un député de la majorité. Et comment ? Quand vous êtes un député de la majorité, évidemment, vous faites du travail législatif. Parce que, étant de la majorité, vous allez pouvoir faire la loi. Donc, comme député et vos collaborateurs avec vous, vous faites du législatif. Si vous êtes un député de la minorité, vous n'avez pas le pouvoir de proposer des textes. Et tous vos amendements sont rejetés. J'en témoigne. Voilà. Et les projets de rapport encore pire. Donc, votre travail de député de la minorité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'avoir l'espoir de devenir la majorité la fois d'après. Et donc, de contester, en tous les cas. Et de contester, et donc de faire de la politique. Voilà. Et donc, vous faites beaucoup moins de travail législatif. Et c'est ça qu'on nous reproche. Et évidemment, ce travail politique que vous faites, et moins législatif par conséquent, vous le faites en lien avec votre parti, puisque c'est lui qui va commander l'élection suivante. L'accusation est absurde. Mais elle est pas du tout absurde, elle est géniale. Elle consiste à nous enfermer, oui, c'est ça. Voilà, dans une prison dorée dont nous ne sortirons jamais. Installez-vous dans les murs de Bruxelles, n'en bougez plus, vous trouverez tout, il y a des restaurants, il y a un coiffeur. Et surtout, ne faites pas de politique. Mais surtout, continuez à faire du travail législatif qui ne sert à rien, et ne faites pas de politique au cas où vous pourriez nous remplacer un jour. Voilà. Mais c'est très pervers. Ce système est total, et c'est très bien pensé. Et à un moment où ils ont vu qu'on avait l'intention de nous évader de la prison, eh bien, ils ont plainte du président socialiste du Parlement européen, transmis à la ministre socialiste de la Justice, Madame Taubira, qui transmet après à la justice, qui n'y comprend pas grand-chose et qui croit que nous sommes des employés du Parlement européen. Voilà, et tout ça dure 10 ans, et maintenant il faut qu'on s'explique et qu'on remette tout d'aplomb. On n'a rien fait de malhonnête. Et c'est d'autant plus absurde, je pense que vous allez plaider ça, enfin je suis tout à fait à votre disposition et d'autres d'ailleurs pour témoigner, que dans la réalité du travail quotidien du député français ou de quelque nationalité que ce soit au Parlement européen, le travail proprement parlementaire et législatif est préparé par des fonctionnaires, des groupes qui font l'essentiel du travail juridique. Donc il y a un double emploi. Et je peux témoigner que Marie-France Garot, par exemple, je regrette pour bien des raisons qu'elle ne soit pas de ce monde, et elle le dirait, puis comme elle me l'a dit, je n'ai pas besoin d'assistant parlementaire. Le travail juridique est fait par les fonctionnaires des groupes auxquels on donne les ordres que l'on veut, mais qui préparent les listes de vote, par exemple. Donc à quoi servent les assistants ? Et Marie-France Garot, vous pouvez plaider ça si vous voulez, je vais témoigner encore une fois, me disait « je ne veux pas d'assistant parlementaire ». Et la machine du Parlement disait « si, il faut que vous nommiez des assistants parlementaires ». Elle a fini par nommer sa secrétaire à Paris, qui n'a jamais foutu les pieds au Parlement européen. J'espère qu'il n'y a pas de rétroactivité de l'action en justice. Je crois qu'elle ne risque plus rien. Je crois qu'elle ne risque plus rien. Oui. En tout cas, moi, je ne prendrai pas le risque que mes propres assistants parlementaires voient cette émission et m'entendent dire qu'ils ne servent à rien. Ah, pardon. Et parce que non, je ne le pense pas. Mais c'est vrai que nous avons, en fait... Non, ils servent à quelque chose. Nous avons un travail considérable. Ils vous aident dans votre travail politique. On a un travail considérable. C'est vrai que le travail sur les listes de vote est souvent préparé par ce qu'on appelle le staff, dans un mot qui ne nous conviendra ni à l'un ni à l'autre, mais qui est d'usage, et les listes de vote, alors sous la direction, en fonction de chaque sujet, d'un député, évidemment, il y a un contrôle politique qui se fait, que les assistants participent à ça, mais ont aussi un rôle politique, un rôle de transmission vers nos électeurs de ce que nous faisons. Moi, j'ai un assistant dont le rôle est pratiquement exclusivement celui-là, de rendre compte à nos électeurs de ce que nous faisons. Enfin, nous devons leur dire, ils nous ont élus, il faut qu'ils sachent qu'on fait. Voilà. Ce que je faisais, moi, à l'ensemble publication, comme vous savez, les cahiers de l'indépendance, pour donner des informations sur ce qui se passe
Voilà. aux Français. Faut que ça monte, sur que ce ça qui se passe, descende. voilà. Et c'est ça qu'on vous reproche. Voilà, et c'est un travail complexe. On nous reproche deux choses. De ne pas être aligné. On nous reproche d'être en train de monter, et de menacer le système, voilà, et d'avoir compris comment fonctionnait le système. Oui, à ce rythme, il faut encore attendre quelques décennies. Mais enfin bon, peut-être pas. Les choses vont assez vite. Rassurez-vous, l'Europe aura disparu depuis bien longtemps. Nous verrons. Alors, politique, puisque c'est ce à quoi servent et ils servent à quelque chose, je n'ai pas dit le contraire, au moins dans ce cadre-là, les assistants. Ça n'était pas, j'en témoigne encore une fois, ça n'était pas votre pente particulière de faire de la politique. Vraiment, vous, c'était le barreau. Mais vous avez été quand même, je le disais, un très proche collaborateur, même vice-président du MPF, proche de Philippe de Villiers. Qu'est-ce qui vous anime dans la politique? Encore une fois, je crois qu'elle est venue vous chercher alors que la situation d'avocat bien assise et très familiale, vous aurez su faire votre bonheur. Il y avait quand même un tropisme politique familial ancien. Et dans les conversations autour de la table du dîner, on maniait plus les idées générales que les anecdotes du jour. Pas les affaires juridiques, les affaires politiques. Jamais mon père ne parlait de ses affaires. Ah. Jamais. Même pendant l'affaire Papon, par exemple. D'abord, elles appartenaient au secret, et ensuite, non, on parlait... Dans les années 90, l'affaire Papon, on n'en parlait pas. Enfin, vous n'étiez plus sous son toit à ce moment-là déjà. Il était à Bordeaux à ce moment-là, on n'avait pas l'occasion, mais bien sûr qu'il est arrivé qu'on en parlât. Mais oui, on parlait beaucoup de politique. Ma mère était passionnée de politique et toute la famille est très intéressée par la vie politique. Et on a tous le sentiment que les choses dépendent de nous. Voilà. Alors, comme on peut, à notre échelle, avec nos petits bras et nos petits moyens, mais que ça ne nous est pas étranger, voilà, et que si on ne s'en mêle pas, eh bien, un jour on le regrettera. Tu parlais de l'affaire Papon, voilà. Pour un petit aperçu publicitaire. J'aurais aimé donner à votre père, disparu hélas il y a une quinzaine d'années à peu près. 17 ou 18 ans, le dernier numéro du Nouveau Conservateur, où nous ajoutons foi à la théorie du glaive et du bouclier. C'est-à-dire la complémentarité providentielle, pas du tout effective, enfin en tous les cas comment peut-on dire, volontaire, entre ce qu'ont fait les Français libres à Londres et ce qu'ont fait la partie voilée ou avérée comme étant résistante, il faut utiliser des mots précis, à Vichy. Et je pense que j'aurais beaucoup aimé montrer le dossier de notre numéro du Nouveau Conservateur de cet été à votre père. Quelle image en gardez-vous? Parce qu'il a eu une énorme importance dans la vie du barreau, Jean-Marc. Je l'appelle Jean-Marc parce que je l'appelle Jean-Marc, mais Jean-Marc Varro, maître. Je ne vais pas faire la même chose que lui et avec lui. Là, c'est trop compliqué, je ne vais pas réussir à sortir de cette ombre. Et donc, je suis rentré dans un cabinet qui faisait du droit des affaires, et j'ai travaillé pendant quelques années avec eux, où j'étais assez heureux, et puis il y a eu un moment de transition, où j'avais changé de cabinet pour suivre un des associés, et où ça s'est pas bien passé dans le nouveau cabinet. Et j'étais à ce moment-là secrétaire de la conférence, ce concours d'éloquence des jeunes avocats, où j'avais été élu. Vous avez été lauréat, c'est très prestigieux. Un concours prestigieux. C'est-à-dire le jeune avocat le plus éloquent de sa génération, c'est ça? Voilà, on avait été élu. J'avais comme compère... La conférence du stage. Voilà, j'avais comme compère Arnaud Montebourg. Ah, diable. Nous avons été élus ensemble. Mais il n'était pas lauréat du prix de la conférence du stage, lui. Si, aussi. À ce moment-là, je souhaite quitter le cabinet où je me trouvais, mais j'étais difficilement embauchable parce que la conférence prend beaucoup de temps. Bref, je demande à mon père de m'offrir l'asile diplomatique pendant quelques mois, le temps que je retrouve, pour que je puisse m'extirper des griffes des précédents et que je retrouve une autre collaboration. Et finalement, vous y êtes resté. Et finalement, nous sommes restés 20 ans ensemble, ce qui n'était absolument pas prévu.
J'ai fini par faire la même chose que lui. Enfin bref, on finit toujours par ressembler à son père. En tout cas, ça arrive. Alors, pas tout à fait, parce qu'il était plus maurassien que vous ne l'êtes, par exemple. Oui. Alors ça, c'est pas difficile. Grand admirateur de Maurras. Sur Maurras, je confesse d'avoir pris en main la poésie qui m'est tombée assez rapidement des mains. De Maurras. Oui, que j'ai trouvé. Il y a des admirateurs, il y en a eu sur cette table récemment. Je suis extrêmement surpris, mais il y a des admirateurs, mais très grand admirateur. Hilaire de Crémier, j'ai beaucoup de respect. C'était à votre place il y a quelques semaines. Que j'ai vu il y a très peu de temps, mais nous ne partagerons pas l'admiration pour la poésie de Maurras, que je trouve très ennuyeuse et prétentieuse. Puis vous êtes moins monarchiste, et vous êtes plus républicain que votre père. Oui. Et il était assez à l'aise dans la Ve République, qui est une monarchie républicaine, comme tout le monde aime le répéter. Il est tellement inachevé. Oui. Donc il avait une nostalgie respectueuse pour sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il retournait presque tous les ans à Martigues, à des réunions d'Action Française. Je l'ai vu au banquet d'Action Française, à la Mutualité. Et donc, il était fidèle à l'homme qu'il avait été et qu'il était d'une certaine manière toujours. Il avait néanmoins été candidat du Parti républicain, le mot déjà, lui il avait fait des intrusions dans la politique. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire très simplement ce que j'en pense de l'idée monarchique. Je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui sont des monarchies, un peu différentes de celles que nous avons connues en France, évidemment, mais que la monarchie n'est pas mauvaise en soi, mais que son principe, c'est de s'incarner dans une continuité, et que ce qu'elle a de meilleur, c'est la continuité. Une fois qu'elle s'est rompue, cette continuité, pendant plus de 2 siècles, il y a des restaurations. Il y a plus de... Ben oui, mais les restaurations, ça marche au bout de 20 ans, pas au bout de 200 ans. Je suis favorable. Je ne crois pas, c'est mon avis, monsieur. On peut même restaurer. Je ne crois pas, monsieur Couteau, que qui que ce soit aujourd'hui puisse avoir la légitimité de remonter sur le trône. Bon. Que ni les Orléans, ni les Bourbons. Avec Monseigneur le comte de Paris, la rupture a été trop longue. Voilà, trop longue. Voilà. Et ça fait perdre toute légitimité. Je veux dire, ce sont des images d'Épinal. Vous savez, il y a des châteaux qui sont des ruines et que l'on restaure pour utiliser un mot et ça donne qui deviennent de très beaux châteaux. Ça donne Carcassonne et ça sent sans violer le duc. Voilà. Vous êtes habile. Bien, ça ne nous étonnera pas. Moins gai, c'est peut-être l'occasion d'évoquer un élément important de votre vie, parce que, venons-en à votre vie plus personnelle, vous avez perdu un frère aîné, dans des conditions affreuses, il avait 23 ans. Très jeune, Il se destinait au barreau, lui aussi? J'avais 18 ans, lui 23, il était étudiant en droit, il est mort dans un accident de voiture. Avec son meilleur ami qui heureusement a survécu à l'accident et qui pilotait la voiture, qui conduit la voiture. Mais bon, je n'en ai jamais tenu rancune et je suis resté ami avec lui. Je l'ai vu encore récemment. Pas facile. Nous avons fait une messe pour les 40 ans. C'était il y a 40 ans de la mort de mon frère et c'était très curieux. Il était mort un vendredi 13 septembre 1984. Et nous avons fait une messe de souvenirs un vendredi 13 septembre 2024. Il y a quelques jours. Ça retombait un vendredi 13 absolument par hasard. Voilà. Et par hasard. Et j'ai trouvé une trentaine de ses amis de l'époque, dont quelques-uns, je ne les avais pas vus depuis 30 ans ou 40 ans. Comme quoi la mémoire, ça marche. Qui venaient là. Et ils venaient là pour lui. Et j'ai eu le sentiment qu'ils venaient aussi là un peu pour eux, parce que c'était leur passé. Et ils se disaient, wow, 40 ans. C'est quand même incroyable. Parce qu'ils se souvenaient de lui comme si c'était hier. Et ils disaient, nous avons 40 ans de plus désormais. Il était en plus, comme vous, d'ailleurs très brillant, enfin très prometteur. Voilà, alors Charles-Henri était un militant politique. Bon, en 23 ans, évidemment, il n'avait pas une longue vie derrière lui, mais une vie belle et engagée, de militant nationaliste. Et effectivement, il n'avait pas modifié le programme génétique de la famille. Et puis voilà, les choses se sont interrompues de cette manière tragique. Qui a bouleversé votre père. Il faut dire que vous avez une sœur, c'est peut-être l'occasion d'en parler aussi. Oui, Laurence. Laurence Varro, qui a
certains de nos auditeurs connaissent, qui a été membre de plusieurs cabinets ministériels et qui joue un rôle, qui a une forte personnalité aussi. Voilà. Et votre père n'a plus eu que 2 enfants. Voilà. À partir de cette funeste journée du vendredi 13 septembre 84. Si je vous en parle, c'est aussi parce que les blessures, d'une certaine façon, vous rendent plus fortes. Je crois que, puisque nous en sommes aux blessures, il y a une autre blessure dans votre vie. Vous vous mariez, vous avez plusieurs enfants, 4. 6. 6, pardon, excusez-moi. Et c'est beaucoup de joie et beaucoup de soucis. Je sais. C'est comme un enfant multiplié par 6, voilà. Et donc, je veux pas qu'on me les retire, les 6. Je m'attendais pas du tout à avoir 6 enfants, mais maintenant que je les ai, je les porte en étendard. Alors, on sait que 2 d'entre eux sont au barreau, et que vous êtes plusieurs fois grand-père, déjà? Non. 3 fois. 3 fois, c'est bien ça. Zita, et c'est pas fini. Zita, Ève. Zita comme l'impératrice. Zita comme l'impératrice. Zita, Ève et Gabriel. Très bien. Gabriel, un garçon. Voilà. Et vous donnez naissance à un jeune François. Oui. Affublé, est-ce que c'est le mot, du trisome 21, c'est ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, nous découvrons à sa naissance, enfin, il y avait une inquiétude à l'occasion d'une échographie liée à une certaine épaisseur de la nuque qui avait l'indication qu'il y avait peut-être un risque. De toutes les manières, le choix n'aurait pas été de ne pas le garder, donc il allait naître. De toute façon. De toutes les manières, il allait naître. Voilà. Ça, on reviendra sur ce, de toute façon. Mon épouse, j'ai toujours pensé qu'elle en savait un peu plus que moi à ce sujet. Mais en tout cas, nous n'avons la certitude que au moment de la naissance. Voilà. Et elle et moi. Et on découvre, voilà, il naît un petit peu en avance, par hasard, dans une clinique en Normandie. Moi, je descends donner un coup de téléphone immédiatement après l'accouchement depuis Paris aux grands-parents. À ce moment-là, on est à la clinique de Deauville, voilà. La plus proche de Cabourg où nous étions chez mes parents. Et quand je remonte 5 minutes après dans la salle d'accouchement, je sens une ambiance qui s'était sérieusement alourdie. Voilà. Et à ce moment-là, apparaît sérieusement la suspicion de handicap, qui sera confirmée par la suite, dans des conditions assez brutales d'ailleurs. Hein. Les gens ne font pas toujours preuve d'une grande délicatesse, y compris dans le corps médical. Et puis on a vécu avec ça, dans une grande solidarité familiale, et François est un type il a 25 ans aujourd'hui. Est un type formidable. Il vit dans un foyer où il n'y a que des gens qui travaillent. Il va à son travail la journée. Il travaille à la Fondation Jérôme Lejeune. Il est très heureux de son travail. Il est très heureux d'avoir son studio où il est indépendant, de vivre comme un garçon de 25 ans normal, d'avoir ses amis, d'avoir des activités le week-end. Je pense que de mes enfants, c'est celui que je vois le moins. Parce qu'il est tout le temps pris par quelque chose. Oui, il a toujours autre chose à faire. Quelque chose à faire toujours. Voilà, en fait, c'est un garçon de 25 ans tout à fait normal, il a toujours mieux à faire que voir ses parents. C'est la parabole des talents, c'est-à-dire il donne le mieux de ce qu'il peut donner de lui-même. Voilà, et donc pour ça, il est merveilleux. Alors on aborde ici une grande question, pardon d'être un peu intrusif dans votre vie privée, mais vous lui avez donné un certain retentissement. Oui, c'est la règle du jeu, des conversations entre amis, entre vieux amis. Vous lui avez donné un certain retentissement à cette affaire en écrivant un livre que vous m'avez offert à sa parution en 2002, « Être ou ne pas naître ». Le titre est magnifique d'ailleurs, quand on comprend les plis et les replis du sens. Il y a une question formidable que nos contemporains doivent examiner de près et en conscience. Nous sommes en train de nous engager, et ça n'est pas d'aujourd'hui, dans une société qui généralise l'eugénisme. C'est une des causes qu'a défendu Jérôme Lejeune, et la Fondation Jérôme Lejeune ne
pas nous engager, mais la partie est très difficile à mener, et nos contemporains, encore une fois, ne comprennent pas les enjeux, ne pas nous engager dans une société où l'on mettrait à l'écart, c'est-à-dire que l'on supprimerait des enfants dont on estime qu'ils auront plus de difficultés que d'autres, après tout, c'est ça. Bon. Et pourtant, vous venez de dire que la vie de François est pas moins riche que la vie de vos autres enfants et de la plupart des enfants de sa génération. Mais on les supprime, ces vies, Alexandre Baron. On est dans une espèce de Lebensborn inversé, enfin... oui, exactement. Voilà, il y a des relents un peu fâcheux. Alors on crée... On peut comprendre dans l'eugénisme la peur des gens. Hein. C'est pas facile quand on vous dit vous allez avoir un enfant handicapé et vous êtes tellement encouragé par le corps médical, par la pression sociale, mais qui vous donne des ordres, par la pression culturelle. Tout est fait pour vous faciliter. Qui vous donne des ordres, vous ne pouvez pas le garder. Oui, tout est fait pour vous faciliter et vous incliner à ne pas garder l'enfant handicapé. Et le niveau du handicap, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une trisomie 21, ça peut être un pied beau, ça peut être fait d'une main en moins. Enfin, ce qui n'empêche pas de vivre. Voilà, et on se très dit, paradoxal, vous avez noté, voilà. Dans un moment où, très heureusement, je pense que pour vous, ça a des résonances particulières, on magnifie les Jeux paralympiques, par exemple. Oui, c'est ça. Mais avec ce système-là, c'est sûr que Stephen Hawking, le grand physicien, ou Michel Petrucciani, n'aurait jamais pu vivre. Et je parle là de deux personnes extrêmement handicapées. Et combien de génies Voilà. Et donc, effectivement, c'est une question totalement différente de l'IVG. L'IMG, c'est « je veux avoir un enfant », je suis en situation d'avoir un enfant, j'ai un enfant, et puis finalement, j'en veux plus parce que il correspond pas au standard de l'enfant que je voudrais avoir. Alors le stade d'après, c'est je veux qu'il fasse 1m80, qu'il soit blond, qu'il ait les yeux bleus, les dents bien alignées. L'eugénisme. Voilà, et c'est donc de l'eugénisme, et on arrive au Lebensborn, voilà. On est en route vers ça. Enfin, voilà, la glissade, elle existe. Et au moment, effectivement, tout est arrivé un petit peu en même temps pour moi, de la naissance de François, est arrivé l'arrêt Perruche. Alors, parlons tout de l'arrêt le monde a oublié que c'était un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Ça très intéressant. Très rarement que la Cour de cassation se réunisse en Assemblée plénière. C'est-à-dire toutes les chambres sont réunies. Tous les magistrats de la Cour de cassation siègent. Et là, la question posée est très particulière. Est-ce qu'il y a un préjudice, c'est une femme qui a eu un enfant handicapé, avec un assez lourd handicap, je ne sais plus quelle est la nature du handicap. L'origine de l'affaire. Oui. Voilà. La question n'est pas de savoir, et cette femme ne savait pas que cet enfant était handicapé à la suite d'une erreur de diagnostic. Que cette femme dise « je subis un préjudice » parce que si je l'avais su, j'aurais avorté, c'était compréhensible. Elle avait le droit de le faire. Voilà. Et donc, dans l'état du droit... Oui, mais c'était la main dans un engrenage. Bon, le choix de la morale, chacun en pense ce qu'il veut, mais dans l'état du droit, c'était possible. Mais la question posée par l'arrêt Perruche, elle est très différente, et elle est beaucoup plus vertigineuse d'un point de vue éthique. C'était l'enfant qui se plaignait, d'ailleurs, au travers de sa mère, parce que lui, il savait pas le procès qu'on menait pour lui, il n'avait pas la compréhension de l'enjeu, de dire que lui-même avait subi un préjudice du fait de sa naissance. Or, il y avait deux hypothèses, il y avait deux uniquement, soit il était mort, soit il était handicapé. Il n'y avait pas l'hypothèse où il était vivant et en bonne santé. Donc, la logique de l'arrêt Perruche, qui accorde une indemnisation à ce garçon, c'est qu'il a subi un préjudice, donc c'est pire d'être handicapé que d'être mort. Et alors là, en templant, les tambours se sont mis à battre. J'ai écrit un livre, il se trouve que ça arrive très peu de temps après ma première élection au Parlement européen. 2000-2001, voilà. Très peu de temps après la naissance de mon fils François, etc. Je trouve un écho. J'écris un article sous le titre « L'immonde meilleur des mondes ». C'est ce que je fais de mieux, les titres. Qui deviendra le livre « Être ou ne pas naître ». Voilà. Et voilà, François, c'est une aventure incroyable. Alors, il faut pas non plus mythifier tout ça. C'est quand même un garçon qui est malade. Voilà. Donc, c'est pas drôle pour lui. Hein. Il vaudrait mieux qu'il soit en bonne santé.
Et il est tout à fait suffisamment conscient pour se dire et nous dire de temps en temps pourquoi est-ce que je suis comme ça. Mais il vaut mieux vivre. Il en souffre, mais il vaut mieux vivre. Et sa vie vaut la peine d'être vécue. Et sa vie, elle est souvent belle, mais c'est certain que qu'il souffre d'une maladie qu'il a et que, à vue d'homme, on ne sait pas pour le moment guérir. Alors, vous avez dit tout à l'heure, enfin, je conseille d'ailleurs la lecture de ce livre qui a 22 ans. Et alors, 22 ans plus tard, je vais vous dire une chose, mon cher Alexandre, c'est du jour où j'ai lu ce livre, que vous m'avez fait la grâce de m'offrir au Parlement européen, je me souviens très bien du jour. Je l'ai lu très vite, que je me suis dit, alors là, ce type, vous, parce que je ne vous connaissais pas si bien, impeccable. Vous m'avez beaucoup séduit à travers ce livre et j'en conseille la lecture, je dois dire, parce qu'elle est touchante, vous y mettez tout de vous, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de talent pédagogique et aussi beaucoup de connaissances juridiques. Que dirions-nous aujourd'hui, qu'avons-nous à dire à nos contemporains pour qu'ils cessent de considérer comme allant d'elles-mêmes j'allais dire l'euthanasie, mais commençons par l'eugénisme, allant de lui-même l'eugénisme, c'est-à-dire on supprime ce qui n'est pas dans la norme. Vous disiez tout à l'heure, je ne vous gourmande pas, nous avons déjà eu un petit différend tout à l'heure à propos de l'Union européenne, en sortir et y rester. Vous avez dit tout à l'heure, c'est indépendant de la question de l'avortement, je ne crois pas, mais on peut mettre ça de côté. C'est pas tout à fait la même logique. C'est quand même des gens qui ont choisi d'avoir un enfant. Vous vous élevez contre l'avortement thérapeutique. Ça, c'est un fait. Qui d'ailleurs est étendu à des mois et des mois et des mois après la grossesse. Pratiquement jusqu'à la naissance. C'est-à-dire que c'est un infanticide. Quand on invoque l'avortement... À raison, non pas de la souffrance de la mère, mais de qui est l'enfant. Voilà. C'est en ça que l'IMG et l'IVG ne sont pas du tout la même chose. Comment faire? Bien écoutez, que la philosophie soit assez proche. Je vais vous proposer une solution. Parler de culture de mort, nous sommes dans les deux cas dans la culture de mort. Je vais vous proposer une solution dont vous verrez qu'elle est un peu une pirouette, mais pas uniquement. Allons-y. Que tous ces gens retournent voir, ils sont combien? 10, 11 millions à être allés voir le film Un petit truc en plus, qui traite uniquement d'un groupe de personnes handicapées. 11 millions? Oui, c'est le succès cinématographique de l'année, mais sans précédent, c'est considérable. De l'année présente? De l'année présente, en 2024. Je sors du placard. Moi, je connais absolument rien. Un petit truc en plus, au cinéma, un film de Artus, vous irez le voir, Paul-Marie Couteau. Ah, vous croyez? Comment on fait pour aller au cinéma? Je l'ai vu. Pour moi, c'était un peu un documentaire. Pour les autres, c'est un film. Remarquable, d'ailleurs. Et très amusant. L'histoire de deux frères. Très amusant. Il y a un échange, un maman, un malentendu, et vous suivez une équipe de personnes handicapées, voilà, dont une grande partie d'entre eux sont porteurs d'une trisomie 21. Les Français ont trouvé ce film formidable. Ont trouvé toutes ces personnes handicapées extrêmement sympathiques et formidables. Ont versé une larme en regardant le film. Bien maintenant qu'ils se retournent vers eux-mêmes et qu'ils se disent: est-ce que c'est uniquement au cinéma, ou est-ce que dans la vraie vie, je suis capable également de les trouver formidables? Et voilà. Là est la question. On a déjà eu le coup, il y a 20 ans, avec le film qui s'appelait, je crois, Le 8e jour. Je me souviens du nom de l'acteur, Pascal Duquesne, qui avait été un immense succès cinématographique également. Assassinissant entre deux frères, je crois. Alors, à chaque fois, ça a été la même chose, là, pour Duquesne, comme pour le film de Artus, Un petit truc en plus. Tous ces gens-là descendent les marches du Festival de Cannes, tout le monde applaudit, tout le monde pleurniche, tout le monde trouve ça merveilleux. Et pourtant... Et maintenant, mettez ça dans la vraie vie, les gars. Voilà. Transformez l'essai et dites-vous que ça vaut la peine d'être essayé et écoutez. Alors, je jette pas la pierre aux gens qui n'y arrivent pas, Il y a des gens qui sont déjà dans des situations très difficiles. Qui voient arriver, je sais pas, j'imagine, une femme seule, qui voit arriver en plus un enfant handicapé, qui est dans une situation économique précaire, faut tenir compte de tout. Voilà.
Moi, c'était plus facile. Nous, on avait déjà des enfants en bonne santé, on était un couple, une famille, on avait une situation qui allait bien. On pouvait supporter le choc. Voilà. C'est un choc. Mais on pouvait le supporter. C'est plus dur pour d'autres. Non, mais tout le monde doit se poser la question. Posons les choses en principe. On ne porte pas atteinte à la vie humaine, qui est un mystère. Pour les chrétiens que nous sommes, vous l'êtes. Vous êtes chrétien, vous êtes catholique, pratiquant. Je joins les mains immédiatement. Pas du tout intégriste, contrairement à un portrait de vous fait par vous, fait sur vous par le Monde d'aujourd'hui. Le journal Le Monde. Pas intégriste du tout, ça j'en témoigne. Mais évidemment, ce qui est derrière cette question dont nous parlons, c'est la question de la foi dans la vie, et qui est un des cultes entretenus au fil des siècles et des millénaires par la religion catholique. C'est elle qui manque. C'est peut-être cette dimension de la foi et de l'éducation du cœur contemporain que la foi arrivait à entretenir pendant des siècles. Le cœur de nos contemporains est sec, Alexandre Varron. Oui, mais c'est peut-être ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la parabole des talents. Il y a pas de... Il y a des vies plus douloureuses que d'autres, mais il y a la nécessité de tirer le meilleur de ce qu'on est et d'assumer ses qualités. Il y a des gens qui ont reçu énormément et qui en font peu de choses, et ceux-là seront jugés probablement sévèrement, même si j'espère que l'enfer est vide. Ah, vous l'espérez? Vous êtes allé le visiter déjà? Il ne faut pas espérer que l'enfer soit vide. C'est une question théologique, ne nous hasardons pas sur ce terrain. Bien que nous puissions séjourner sur cette question-là, le pape Jean-Paul II a stigmatisé la culture de mort, en mettant dans le même sac ce dont nous parlons, c'est-à-dire l'eugénisme, rampant et hélas de moins en moins rampant, l'avortement thérapeutique, mais aussi l'avortement tout court. C'est toujours la même sécheresse du cœur. On se débarrasse du marmot parce que c'est plus simple. On tue des enfants en avortant. Oui, alors moi, vous avez remarqué... C'est trop radical. Non. Je vais vous dire ce que j'en pense. D'abord, je suis très, très amusé de voir que le pape François est extrêmement radical sur la question de l'avortement. Oui. Et que le pape François, dont la nature est assez progressiste, et que les progressistes applaudissent sans cesse parce qu'ils le trouvent formidable. Ce pape dont ils se disent il est comme nous, etc. Puis de temps en temps, il leur remet une baffe sur la question de l'avortement, comme il vient de le faire chez les Belges en disant à l'évêché belge, je vais engager moi-même le procès en béatification du roi Baudouin qui avait refusé de signer la loi sur l'avortement, et c'est moi qui va le faire. Et alors là, pétrification du monde progressiste. Donc il n'est pas sans paradoxe. En fait, de temps en temps, les gens se rendent compte qu'il est catholique quand même. Les progressistes, voilà. C'est ça. Mais les progressistes eux-mêmes sont incohérents. Voilà. Donc ça, une première observation. La deuxième, c'est que je suis pas pape, donc moi je vais vous répondre en responsable politique que je suis désormais. Et pas en philosophe que je ne suis pas. Il y a ce qu'on peut faire. Et si je fais de la politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que j'espère pouvoir encore faire des choses dans le temps qui m'est donné. Il n'y a pas de majorité en France, mais pas du tout, pour modifier la situation sur l'interruption volontaire de grossesse. Les Français sont contents de cette loi, la soutiennent à 80 ou 85%. Donc cette loi ne changera pas. Donc ça n'est pas un objet politique, c'est un non-sujet. La question que je me poserais, si j'étais membre d'un gouvernement, si j'étais aux affaires, ça n'est pas de changer une loi qui est approuvée par les Français. Donc, il n'y a pas de majorité pour le faire, c'est les Français qui décident. Vous faites un référendum sur l'IVG, ce référendum, il est gagné haut la main par les gens qui sont pour l'IVG. Donc, c'est les Français qui gouvernent.
Voilà. Mais attendez, non seulement vous êtes républicain, Alexandre Varro, mais en plus je suis démocrate. Mais en plus, vous êtes démocrate. Oui. C'est effrayant. Non, J'ai des amis insupportables. J'accumule. Je suis absolument démocrate. Et je pense que si on était... Parce que la majorité tranche une question morale, oui. elle est tranchée. Et pourtant, la question morale si on écoutait un petit peu plus la majorité des Français, il y aurait beaucoup moins de problèmes. On rétablirait aussi la peine de mort. Je pense pas que ça entre dans vos vues. Ça, c'est un peu incertain, il y a une majorité un peu fluctuante. Enfin, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on la rétablisse. Moi non mais plus, revenons à notre question. C'est toujours le sujet de la vie. Revenons à notre question de l'avortement. Je ne pense pas du tout qu'il soit possible de changer cette loi et que ce soit le vœu de nos contemporains. Par contre, on peut se poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour 100 enfants qui naissent, 34, puisque ce sont les chiffres exacts, font l'objet d'un avortement. Donc, si vous faites une règle de 3... Font l'objet d'un avortement, c'est-à-dire sont assassinés. Mais... Si vous faites une règle de 3, il y a à peu près un enfant sur 4 qui va faire l'objet d'un avortement. C'est considérable. Sur 3 C'est considérable. Non, c'est 100 qui naissent, et 34 sur 134 qui font l'objet d'un avortement. Donc c'est sur 134, donc ça fait à peu près 25%. C'est considérable, et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Parce que cet avortement, il existe depuis 1975, c'est-à-dire un demi-siècle. Donc, ça n'est pas d'hier. Les moyens de contraception, je pense que, les plus crétins de nos contemporains sont au courant de l'existence de la pilule, du stérilet, de la capote, de l'abstinence, du coitus interruptus. Enfin, voilà, il y a quand même des moyens pour pas avoir d'enfants on peut se débrouiller. Pourquoi est-ce que, malgré tout ça, l'avortement non seulement ne diminue pas, mais augmente légèrement ? Ça, c'est la question que je me poserais si j'étais ministre de la Santé. Parce que c'est une souffrance. Pour la plus grande partie des femmes, le recours à l'avortement, c'est pas trop sympa. Je le fais. C'est pas une grande partie d'entre elles. Oui. Moi, j'en ai parlé encore la semaine dernière avec une femme qui m'a dit ça comme ça au cours d'un déjeuner. Et moi, j'ai avorté tout d'un coup. Je ne comprenais pas pourquoi elle me parlait de ça. C'était la première fois que je la rencontrais. Parce qu'elle en souffrait. Mais parce que ça avait 20 ans et qu'elle en souffrait encore. Donc, c'est pas un truc marrant. Ça reste il y a quelques exceptions de gens qui font ça un peu, bon. Mais pour la grande majorité des à peu près 230 000 avortements par an, c'est une blessure pour la femme. Et éventuellement pour l'homme. Et donc, si on peut éviter, mais quand même souvent. Vous savez, les femmes disent. Si on peut éviter les blessures, on les évite. Donc, il faudrait chercher le moyen, non pas d'interdire l'avortement, mais qu'il y en ait moins, tout simplement. Voilà, qu'il y en ait moins. Et donc, je ne sais pas, moi, que les gens soient mieux informés sur les modes de contraception. Ça pourrait déjà être une manière de faire. Je livre un témoignage. Une femme me dit, il y a plusieurs années, j'ai avorté. Je me suis rendu compte que je n'avais pas avorté, j'avais tué mon enfant puisque je lui parlais. Quand il était dans mon ventre, j'avais pris l'habitude de lui parler. Et pourtant, je l'ai tué. Est-ce que vous vous rendez compte, ces journées sur cette question qui déborde nos pauvres vies, que nous nous enfonçons, sous prétexte que la majorité est d'accord, dans une civilisation qui prend l'habitude de tuer les enfants dont on estime qu'ils ne seront pas conformes à nos canons, à tuer les enfants dont on estime qu'on n'a pas les moyens de les élever, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse, à tuer les personnes âgées parce qu'elles sont âgées, en attendant de tuer des personnes qui ne sont pas âgées du tout, qu'on fait une affaire qui a défrayé la chronique aussi, mais on ne va pas s'y appesantir, mais qui était très profondément malade. C'est l'affaire, j'oublie son nom d'ailleurs, Lambert. On s'enfonce dans une civilisation qui prend l'habitude de tuer tout ce qui dépasse. Oui, semble-t-il, le gouvernement, à peine élu, n'a rien eu de plus pressé que de remettre sur la table ce texte dont finalement personne ne veut, à part quelques excités. L'euthanasie. La question de l'euthanasie. C'est affreux. Donc effectivement... on n'a pas rien à reprocher aux fascistes. Aux nazis. On n'a pas rien à reprocher aux nazis. Je vous vois prêt à dire on tue à tous les bouts. Oui. On tue tout ce qui dépasse. L'euthanasie, il va falloir qu'ils se mettent, qu'ils règlent leurs problèmes avec les soignants, parce qu'ils n'ont pas du tout envie. Hein.
Ils sont pas devenus médecins, infirmières pour tuer des gens. Ils sont venus pour les sauver. Attention, Voilà. demain, monsieur, on vous égouille. Ouais. Bon appétit ce soir, mais demain, on vous égouille. On imagine toutes les dérives possibles de cela. Et pourquoi? Alors c'est toujours la même histoire. Hein. Alors moi, ça a été terrible, l'agonie de mon père, dans des circonstances atroces, vous vous rendez pas compte, il vaut mieux éviter de souffrir, etc. Alors moi, je leur propose un truc. Plutôt que de dépenser 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, pour permettre à 30 crétins de nager pendant 30 minutes. Et de tomber malade. Et d'avoir ensuite la chiasse pendant 15 jours. Eh bien, avec 1,4 milliard, on peut créer une quinzaine de centres de soins palliatifs de manière pérenne. Et évidemment, voilà le grand combat, c'est les soins palliatifs. Voilà une dépense qui serait un peu plus intéressante. Je suis heureux de l'entendre. Voilà, les soins palliatifs, ça marche extrêmement bien. Moi, mon père s'est éteint à la maison Jeanne Garnier, qui est un temple de l'humanité. Centre du soin palliatif parisien formidable, et de l'humanité entouré de gens pure. formidables, Oui. Et jusqu'au dernier moment, dans le 15e arrondissement de Paris. On pouvait se parler, on pouvait échanger. Il a organisé en pleine conscience ses propres obsèques. Voilà, c'est possible. Donc la dignité, elle est liée à la manière dont on s'occupe de vous, et à l'amour qu'on vous manifeste, et à la manière dont vous pouvez le recevoir. Et donc, soins palliatifs, soins palliatifs, soins palliatifs, et rien d'autre. Il ne faut pas tuer les gens. Enfin, c'est absurde. Alors nous voilà dans votre cœur, qui est au fond le christianisme, un christianisme très, très éclairé. Et tout de même, j'aimerais qu'on reprenne un jour cette conversation avec ou sans caméra, Alexandre, parce que l'idée que la majorité puisse trancher d'une question morale de cette importance ne me plaît pas trop, parce que la majorité aussi est soi-disant pour l'euthanasie. Or, c'est tranché très vite une question qui dépasse de beaucoup la passagère majorité et non instruite majorité d'une population à un moment donné. Bon, je ne vois pas de moyen actuellement d'échapper au choix démocratique qui me paraît, de manière churchillienne, le seul régime possible. Voilà. Là, il disait, je crois, le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Tous les autres, oui, d'accord. Mais je demande à examiner tous les autres avant de savoir s'ils sont pires. Je pense qu'ils sont meilleurs. En tous les cas, des questions de cette importance ne doivent pas être laissées, à mon avis, au choix démocratique, surtout quand on va jusqu'à, autre pire dans votre jardin, jusqu'à installer cette culture de mort sous les espèces de l'avortement dans la Constitution, comme s'il n'y avait rien de plus irréfragable, de plus sacré dans un monde qui n'a plus de sacré que l'autorisation de tuer des enfants. Ben, quand on n'a rien d'autre à faire dans la vie politique, on envoie des symboles. Oui. Voilà. C'est pas une raison pour le Rassemblement national d'ajouter foi à ce genre de démarche. C'est une définition d'ailleurs des politiciens, d'être des manipulateurs de symboles. Oui. Donc quand on est incapable d'empêcher le déficit, quand on est incapable d'empêcher les gens de vivre dignement de leur travail, quand on est incapable de faire barrage à l'immigration, d'empêcher l'insécurité, bref, de tout ce qui occupe véritablement les gens, eh ben, on leur fait croire que le sujet important de l'instant, c'est de constitutionnaliser l'IVG. Ce qui était d'autant plus ridicule que les juristes avertis savent qu'il était déjà constitutionnalisé. Il y avait déjà un arrêt du Conseil constitutionnel qui a au moins 15 ans. Ce qu'on voulait, c'est qu'il soit bien connu qu'il a intégré dans le bloc de droit de tuer des enfants était au summum de nos valeurs. Mais non, mais il s'agissait de distraire le peuple des vrais sujets. Ouais. Alexandre Varrot, est-ce que tout cela ne tient pas finalement à l'avenir, au sort de la chrétienté française ou de la chrétienté européenne? Vous défendez l'Europe, certes, mais comment défendre l'Europe sans défendre son substrat culturel, la chrétienté? Et comment penser à un avenir pour la France s'il ne se restaure pas, à tout le moins, sur une base minimale d'une élite agissante, la vieille, la traditionnelle chrétienté française? Je parle un langage abscon pour vous, ou un petit peu dépassé? Non, je veux parler un langage que je comprends, mais que... alors l'Europe ne serait rien sans ce grand manteau d'église et de couvents, et sans le grand élan monastique qui a
permis de civiliser l'Europe. Et puis la chrétienté des Européens, c'est-à-dire le don de soi, le dépassement de l'égoïsme, qu'on ne retrouve pas nécessairement en Chine ni aux États-Unis. Bien sûr, pas du tout. Et une conception de l'homme, de sa liberté individuelle, de son rôle dans la société, qui est propre à la chrétienté et qui voilà. Le service des autres. Et qui existe encore malgré tout. Je veux dire, il y a encore une chrétienté après la chrétienté. La preuve, c'est elle qui nous enfonce sur le dossier de l'immigration. Voilà, c'est parce que nous avons le souci des autres que nous ouvrons nos portes. Donc tout ça nous a fondés. Jacques Chirac a commis un péché contre l'esprit en refusant d'admettre, sous je ne sais quelle pression, d'intégrer dans ce qui était le projet de constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe, que même Nicolas Sarkozy en a reconnu l'existence par la suite. Bon, ça ne sera jamais écrit nulle part, si ce n'est dans nos cœurs. Et franchement, il faut être soit très malveillant, soit très crétin pour ne pas savoir que l'Europe a des racines chrétiennes. Pas uniquement. On renverra aux fameuses phrases de De Gaulle. Rome, la Grèce, voilà. Il parlait de la France. Oui, mais ce sont les mêmes racines. Moi, je vois avec mes camarades au Parlement européen sur ces sujets-là, quand je parle avec un Portugais ou avec un Hongrois, on parle pas la même langue, mais on parle des mêmes choses. Et en fait, quand vous voyagez en Europe, puisque les députés européens ont quelques facilités, ce qui est tout à fait normal pour voyager, dans quel pays iriez-vous avec le plus d'intérêt ou de curiosité ou de gourmandise? Alors, 3 pays. L'Italie, l'Italie et l'Italie. Ah bon? Non, je pensais que vous alliez dire l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Non, j'ai un tropisme. Ça fait rire nos enfants parce que à chaque fois qu'ils apprennent que leurs parents préparent un voyage, ils disent quelle surprise! Où vont-ils se rendre? Et où? Toujours, partout. Mais là où en Italie? Retourner là où nous sommes déjà allés. De Côme jusqu'à là où Palerme. nous ne sommes pas encore allés. 15 fois à Venise, 20 fois à Rome, 4 fois à Naples. Et Maïté suit aussi. Enfin, attention, elle suit, mais elle a beaucoup d'appétit. Je ne remets pas de force. Non, c'est le plus beau pays du monde après la France, juste après. Alors, revenons-en à cette affaire de la chrétienté qui me travaille beaucoup. Est-ce que c'est en avocat chrétien que vous avez défendu la manif pour tous? Bon, on cesse jamais d'être chrétien, mais... chrétien et latin, donc si je comprends bien, l'Italie n'est pas arrivée par hasard. Je vais quand même vous dire non. Je vais quand même vous dire non. Il n'y a pas d'avocat chrétien et pas plus qu'il y a d'hommes politiques chrétiens. Il n'y a pas de politique chrétienne et il n'y a pas de défense chrétienne. Voilà. Ah bon? Alors là, on entre dans des nuances subtiles. Je ne pense pas qu'il puisse exister un... Nous allons faire une autre émission, Alexandre. Je ne pense pas qu'il puisse exister un parti politique. Et d'ailleurs, quand certains en ont pris le nom, ça a toujours été désastreux. Aussi bien en Italie qu'en Allemagne. La démocratie chrétienne n'avait généralement rien de chrétien. C'était le repère de toutes les turpitudes assez rapidement. En Italie et en Allemagne, c'est avéré. Donc, je ne crois pas à la politique chrétienne. Je pense que des gens qui ont des engagements chrétiens, évidemment, ça ne peut pas les abandonner à chaque instant de leur vie. On n'est pas chrétien le dimanche entre 11h et midi. Voilà, on l'est toute la semaine. La politique tirée des Écritures, ça vous habite ou ça vous habite pas. Mais pour autant, ça, à César ce qui est à César. Voilà. Et donc c'était pour des raisons plus techniques. Je crois au magistère du Saint-Père, successeur de Pierre. Mais les instructions que me donne actuellement le pape François en matière d'immigration, je n'ai pas l'intention de les suivre. Bon. Voilà. Alors, sur la manif pour donc, tous, vous voyez, il peut y avoir une différence entre les choix politiques et l'engagement de foi. Et puis après, pour ce qui la foi, elle vous tombe dessus. Parfois, elle vous a été donnée enfant et puis vous l'avez fait croître en soi. Vous l'avez acclimaté à votre personnalité. Voilà. Mais je ne crois pas du tout que ça soit un fait politique. Oui. Les enseignements politiques de l'Écriture sainte, c'est une vieille tradition en France, malgré tout. Bon, je parlais plus précisément du mariage pour tous. Vous y étiez opposé, vous étiez l'avocat de l'association, enfin des avocats, parce qu'il y a eu beaucoup de procès nés à cette occasion. Il y en a eu beaucoup d'autres, oui.
Mais il y avait d'autres raisons. La question de la famille, qui peut être indépendante, si tant est qu'elle le soit, du corpus chrétien. Ce qui vous a horrifié, c'est pas le mariage des homosexuels, comme tous ceux qui ont défilé en 2013 et 2014 pour un combat, hélas, perdu. C'est la question de la filiation. Là, je pense que ça pose un grand problème. Que sont ces enfants? Vous répondez, Paul-Marie Couteau, à votre question comporte ma réponse. Oui, vous avez intérêt à répondre comme je vous demande de le faire. Un sacré bon journaliste, on voit que je suis... au moment du mariage pour tous, il y a déjà le Pacs. Et effectivement, je vois pas bien l'utilité, quand on sait ce qui est devenu le mariage. D'abord, je commence à me demander, mais pourquoi ces gens veulent se marier? Le mariage, il n'y a plus rien dans le mariage. C'est fait pour les enfants. En fait, le divorce est tellement facile aujourd'hui, c'est une révocation à 9 tomes, le divorce. Voilà, vous n'avez même plus besoin d'un juge pour divorcer. Donc pourquoi les personnes homosexuelles veulent s'emparer de ce truc totalement vide? Pourquoi voudraient-ils jouer à être des hétérosexuels? Bon, alors déjà je comprends pas. Alors que le Pacs leur donne finalement à peu près à 100% les mêmes droits. Et puis je vois surtout qu'on est dans la roue à cran, comme toujours dans la vie politique. C'est la même chose avec l'Union européenne. On s'engage. C'est-à-dire qu'on fait un premier truc et que le premier prépare le deuxième, qui prépare le troisième, etc. Et que derrière le mariage, il y a le fait, mais nous sommes mariés comme vous, donc nous avons le droit d'avoir des enfants comme vous, et comme nous ne pouvons pas avoir des enfants de manière naturelle, là ça va quand même de soi, mais que nous avons le droit d'avoir des enfants parce que nous sommes mariés, donc GPA. Or la GPA, c'est, voilà. Alors là, c'est là le hic. C'est là le sujet. Oui, pas question, parce que on n'achète pas des enfants. Enfin, c'est la femme porteuse, c'est un esclave au sens propre. Voilà, c'est quelqu'un qu'on paye pour qu'elle porte, qu'on paye pour travailler pour vous, pour qu'elle porte et qu'elle abandonne un enfant à sa naissance. De nos contemporains, ça va de soi. Voilà. Pourtant. Et alors la GPA éthique, c'est un pipeau énorme. C'est vraiment pour les gogos qui croient que ça existe. Ou plutôt pour les manipulateurs. Qu'est-ce que c'est que ça, la GPA? La GPA éthique, c'est un truc qui cherche à nous faire croire que, en fait, les gens ne seront pas payés, ils seront juste indemnisés. Mais enfin, ils seront indemnisés tellement bien qu'ils seront payés. Vous connaissez beaucoup de femmes qui ont envie d'être enceintes pendant 9 mois d'un enfant qu'elles vont abandonner uniquement pour faire plaisir. Mais il y a des couveuses dans de nombreux pays du monde. Il y a des couveuses dans de nombreux pays du monde. On dit qu'il y en a en Roumanie, il y en a en tous les cas en Inde, il y en a dans plusieurs pays asiatiques. Des établissements où des femmes sont accueillies pour accoucher, après quoi on vend sur Internet les enfants. Vous le savez, ça? Oui, bien sûr. Donc GPA, non. Et comment se fait-il que nos contemporains ne le savent pas et acceptent ça comme étant le fruit de l'évolution, du progressisme? Parce qu'ils trouvent que c'est gentil et que d'avoir un tout petit, on ne peut pas refuser ça, etc. Parce qu'il y a un droit à l'enfant. Alors qu'il faut inverser les choses, c'est l'enfant qui a des droits, c'est pas les parents putatifs. Il n'aura pas le droit d'avoir un père. C'est pas les parents putatifs qui ont des droits. Donc un enfant, il a le droit autant que la vie le permet. Parfois il y a des malheurs, il y a des morts, il y a des voilà. Enfin, il faut pas créer les malheurs soi-même. Donc autant que possible, c'est mieux d'avoir un père et une mère parce que l'altérité aide à se construire et que on voit bien dans l'éducation des enfants que quand il y a un père et une mère, les deux ne parlent pas de la même manière aux enfants, ne règlent pas les mêmes problèmes, ne règlent pas les problèmes de la même manière, que les enfants ne viennent pas les voir pour les mêmes choses. Et que donc c'est une richesse quand c'est possible d'avoir ça dans une famille. Alors parfois le père ou la mère va mourir, parfois l'un va s'en aller. Bon, ça, ce sont les malheurs de la vie. Mais le construire ab initio, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée, c'est une méthode, c'est une très mauvaise idée. Voilà, et c'est pas été encouragé par le législateur. Est-ce que nos contemporains, je vous pose la question, s'imaginent ce qu'aurait été leur vie sans leur père? Posons la question à ceux qui acceptent la GPA, c'est-à-dire mettre au monde des enfants qui ne sauront jamais qui est leur père et qui le chercheront toute leur vie, avec les blessures et les conséquences des blessures, qui sont quelquefois très graves, que cela comporte. Vous n'auriez pas été le même sans votre père. Bien sûr que non. Et chacun peut le dire. Tout le monde connaît le proverbe africain. Si je vois loin, c'est parce que je suis juché sur les épaules de mon père. Voilà. Belle phrase, je ne la connaissais pas. Si je vois loin, c'est que je suis juché sur les épaules de mon père. Très bien. Beaucoup de gens peuvent comprendre le rôle de leur père et pourtant acceptent la GPA comme si... Mais peut-être qu'il y a une ignorance, non? Je me trompe.
Oui, je pense qu'il y a une large part d'ignorance, de pression sociale, de pression médiatique. C'est là où il faut être, c'est le bon courant. Et puis il y a les médias. Et puis il y a les médias gentil. qui préparent Les médias vous disent vous êtes gentil. Si vous êtes pour ça, vous êtes gentil. Si vous êtes contre ça, vous êtes méchant. Et c'est vrai que c'est une réflexion un petit peu complexe. Voilà. Alors, Alexandre Varrot, la question se pose dans une opinion à laquelle vous accordez beaucoup d'importance, avec les sondages qui tranchent des questions très importantes, mais enfin, vous prétendez en démocrate. Si c'est ça la démocratie, que les grandes questions peuvent être tranchées à la majorité, où va, dans ces conditions, où va notre pays, où va notre civilisation ? Vous considérez, on le voit sur les questions très importantes dont nous venons de parler, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir fait avec beaucoup de cœur et de courage, une civilisation où la majorité peut décréter n'importe quoi, y compris le pire, parce que c'est commode, parce que c'est pratique, parce que c'est le progrès, et que le progressisme est devenu une sorte de théologie nouvelle, et bon ce qui est progressiste. Et bon ce qui est à gauche, et bon ce qui est nouveau, et mauvais ce qui est ancien. Là, il y a une nouvelle théologie en face de nous, elle mène le pays où ? Est-ce qu'en face, nous sommes capables de dresser une force politique qui, pour moi, sera ordonnée autour du mot conservatisme, capable de déjouer la dictature progressiste et déshumanisante et même affolante. Je ne sais pas, il faut Comment cette force politique. Ça, c'est le politique qui doit répondre. Ouais, il faudra. Politique que vous êtes. Oui, j'ai bien compris. Il faudra sans doute qu'elle soit pas organisée autour d'un mot. Ça risque de pas être suffisant. Vous n'aimez pas le mot conservateur ? Il me paraît que je le suis. En tout cas, je dirais avec certitude. C'est une légion d'honneur, mon cher Alexandre. Je dirais avec certitude que n'étant pas. Vous êtes lecteur d'honneur du nouveau conservateur à partir de cet instant. N'étant pas progressiste avec certitude, il est possible que je sois conservateur. N'étant pas de gauche avec certitude, il est possible que je sois de droite. Mais en même temps, je trouve, comme tout le monde, personne n'a envie d'être mis dans une boîte. Voilà. Et toute définition est toujours une réduction. Et vous avez envie de sortir un bras à l'extérieur de la boîte pour montrer que vous êtes plus subtil que ça et que ça ne peut pas vous enfermer entièrement. Alors, je ne suis pas moins vaniteux que les autres, et je ne pense pas être uniquement un conservateur, ni uniquement un homme de droite. Mais vous savez, les clivages, ça sera aussi les souverainistes contre les mondialistes, ce clivage que vous avez oublié, quoi qu'il vous préoccupe. Défendre la souveraineté, ça fait partie de ce qu'il faut conserver contre un monde qui détruit les souverainetés. Voilà. Alors, les si le conservateur, c'est soit... celui qui a gardé tout ce qui s'est fait de bon au fil du temps avant lui, et qui considère qu'on accumule après le tri, après avoir passé tout au tamis, toutes les mauvaises idées, on a jeté les mauvaises idées, on a gardé tout ce qui était bon. Alors là, je suis tout à fait d'accord pour être un conservateur dans ces conditions-là. Vous connaissez la bonne définition du conservateur. C'est pas celui qui tient aux idées du passé, mais aux idées éternelles. Oui. C'est magnifique. Il y a un arrière-fond très philosophique là-dessus, la question platonicienne de l'essentialisme. Il y a ce qui est et qui est de tout temps et qu'il faut protéger. C'est ça le conservateur. C'est pas nécessairement ce qui est du siècle dernier. Voilà, mais il y a le mauvais conservateur qui est celui qui est recuit dans l'idée que le passé est indépassable et il faut rien chercher au-delà et que tout ce qui advient désormais ne peut être que mauvais. Et ça n'est pas qu'une caricature. Il y a des gens qui pensent comme ça, voilà. Et ces gens-là, je leur garde tout mon respect, comme à chacun, mais ils ne peuvent pas faire de la politique. Parce que la politique, c'est sans arrêt d'observer ce qui se passe, ce qui advient, comment on va adapter les événements, comment on va garder le bon, supprimer le mauvais, voilà. C'est s'affronter à la vie réelle, hein. Oui, il faut se la coltiner. Oui, d'accord, mais il faut aussi aller encore plus loin, essayer de créer une force politique capable
de maintenir notre pays dans la constance et la fidélité minimale à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu, à ce qu'il représente aux yeux du monde. Comment la créer, cette force? Vous ne voulez pas la nommer comme conservatrice, je comprends. Alors elle peut ne pas plaire. Non, mais elle sera indépendamment de cela, comment faisons-nous? Elle sera faite notamment de conservateurs, mais pas uniquement. Voilà. Alors, elle sera faite notamment de conservateurs, mais pas uniquement. Oui. Elle sera faite autour de l'idée de patriotisme, c'est évident. Oui. Idée peut-être un peu plus large et moins complexe que le souverainisme. C'est pas compliqué le souverainisme. Non, c'est pas très compliqué, mais rester maître chez soi. Mais voilà, et patriote, c'est la même chose en plus simple. Oui. Si cette force, vous allez me trouver un peu pompier dans ma réponse, mais elle est en cours, elle est en route. J'en suis un élu, donc je ne vais pas refuser de la décrier parce que je suis élu comme un commerçant qui ne dirait pas de mal de sa boutique. C'est parce que j'y crois, que j'aime cette idée, que j'aime cette perspective, que j'ai souhaité être élu. Hein. Ça se passe dans l'autre sens. Et donc je crois que se développe derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella quelque chose dont on... Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Les deux, en général. Marine Le Pen en tête, qui est la candidate naturelle à la présidence de la République, donc c'est la position la plus éminente, mais elle a indiqué que son Premier ministre serait Jordan Bardella. Donc c'est la première fois que ça se fait en France. Il tient un peu à vous qu'elle soit un couple. En mesure d'être président de la République, d'ailleurs, et d'être candidate. Un homme. Parce que le procès dont nous parlions au début de cette affaire pourrait bien la conduire à l'inéligibilité. Non, je ne crois pas. Là, on part sur des chemins de côté, mais ça n'arrivera pas. Balayons l'hypothèse. Et donc un homme, une femme, pas le même âge, pas la même formation, qui parlent à des gens un petit peu différents l'un et l'autre, qui sont extrêmement complémentaires, et auxquels l'histoire s'accélère quand même. Se sont adjoints en quelques mois deux forces supplémentaires. D'un côté, Éric Ciotti. Éric Ciotti, je suis content que ce mot tombe dans notre conversation. Avec son union des Républicains, je crois, l'UDR. L'UDR, oui. Voilà, qui apporte ce qu'il y avait de meilleur chez les Républicains, et il y avait du bon. Oui. Donc les meilleurs vont le suivre, le rallier. On voit déjà des gens de grande qualité. Comme le maire de Salbris, par exemple. Mais quantité, il y a une cohorte magnifique à l'UDR. Et puis... et le jeune Carayon. Et puis... Guilhem Carayon, bien sûr. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a quelques jours, Marion Maréchal a annoncé dans une longue interview dans le Figaro que elle créait un parti dont la vocation était d'être un des flotteurs du trimaran national, dont elle ne contestait pas que le Rassemblement national serait le vaisseau central, voilà, et qu'elle n'aurait pas de candidat à la présidence de la République, et qu'elle venait en appui avec Guillaume Pelletier et les autres, Nicolas que vous connaissez bien, que je Guillaume connais Pelletier, bien, vous l'avez connu de longue date. Ils vont, voilà. Alors pourquoi deux? Voilà donc que se crée, comment ça se crée une galaxie. L'UDR ne suffisait pas? Ils se sentent des nuances, je pense que... il y a une nuance plus atlantiste chez Marion Maréchal. Et peut-être s'identifie plus comme conservatrice. Oui, atlantiste. Je ne sais pas si l'un est incompatible avec l'autre. Otanienne. Mais en tout cas, plus conservatrice. Oui. L'UDR de Ciotti. Plus national. Plus la résurrection du RPR des années 80. Plus gaulliste. Voilà. Et puis, le Rassemblement national va essayer de fédérer tout ça. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas été élu cette équipe-là, elle va faire 40% au premier tour au présidentiel, au premier tour. Ouais. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été élu? On va atteindre des scores qui n'ont jamais été... Mais alors, le but, c'est pas de gagner le premier tour, ça. On va le gagner sans problème, le premier tour. Le but, c'est de gagner le deuxième. 50% plus une voix. Mais on va y arriver. C'était un peu dans la démarche d'Éric Ciotti que vous vous inscriviez, au fond. Moi, je suis très à l'aise avec Marine Le Pen.
Mais qui est le Je plus... sais pas, qui est le- ça devient une espèce de manie maintenant, même vous qui êtes sympathique. Ah bon? Le monde fait de moi une espèce de vieux barbon conservateur, grenouille de bénitier. Voilà, alors je suis très à l'aise au sein du Rassemblement national avec Marine Le Pen. Sa ligne me convient parfaitement. Bien sûr, on n'est jamais à 100% d'accord Je avec pense tout, que vous êtes... mais je suis très à l'aise. Voilà. Je pense que vous êtes promis à un grand avenir. Et Mais je ça ne n'irai pose pas... je n'irai pas dans un des deux flotteurs de côté. Je n'ai pas envie que je sois respectueux. Je suis respectueux de ce que fait Éric Ciotti, de ce que fait Marion Maréchal. Mais je n'irai pas chez eux. Je suis bien avec Marine Le Pen. Et de flotteurs, en fait, le seul sérieux, c'est Éric Ciotti. Et je dois dire que peut-être serons-nous pas d'accord là-dessus, bien que ce soit un petit peu politicien comme observation, que s'il y a un moyen de faire gagner le camp national ou patriote, pour utiliser un terme que vous affectionnez, le rôle que joue Éric Ciotti est plus décisif que tous les autres. Parce que si la majorité est possible, c'est grâce à des personnages comme Éric Ciotti et ceux qui le suivent. C'est en tous les cas mon point de vue. Bah, il est très important, mais je pense que le rôle de Marion Maréchal, de Guillaume Pelletier, les autres, est un rôle qui n'est pas nul. Ils incarnent ce qu'un moment Éric Zemmour a essayé d'incarner, mais qui va, je l'espère pour lui, sortir de la vie politique, parce que c'est devenu une aventure sans espoir. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a Jean-Frédéric Poisson, il y a beaucoup de monde dans cette nébuleuse qui pourrait permettre au Rassemblement national, et admettez que c'est pas d'aujourd'hui. Il faudrait qu'à un moment, les gens se disent que moi, j'ai fait de la politique, j'ai 58 ans, les micro-partis, les groupuscules... l'UDR, c'est pas un groupuscule. Les trucs... Il y a un groupe parlementaire, l'UDR. Oui, l'UDR, oui. Mais vous me parlez d'Asselineau, on va citer Philippot, on va citer... Non, mais je veux dire qu'il y a toute une nébuleuse. Voilà, bon, alors il y a toute une nébuleuse de gens entre 0,5 et 1%. Stop, quand on fait de la politique, à un moment, c'est pour gouverner, c'est pas pour s'amuser. Enfin, en tous les cas, une démarche qui avait été la mienne... On peut pas les empêcher, hein, mais c'est purement nuisible. Vous avez été témoin, mon cher Alexandre, des efforts que je faisais pour faire ce que Éric Ciotti fait aujourd'hui, sous la forme d'un parti qui s'appelait le Ciel. Je trouve très heureux que cette démarche-là, permettant en alliance, je dis bien pas en ralliement, en alliance avec ce qui est devenu le Rassemblement national, Marine Le Pen et ses députés, dont beaucoup sont de très fine lame en réalité. Elle fait accéder à la fonction politique des gens très valeureux. Je sais que nous avons cité tout à l'heure Laure Lavalette, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Personnages extraordinaires, rayonnants. Mais Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu sont des gens de grande valeur. Commençons pas, parce qu'il y a beaucoup de gens de très grande valeur, et ça vraiment, c'est la bonne chose de la vie politique française actuellement, mais on sait très bien que ça ne sera décisif que parce qu'il y aura des démarches comme celle de l'UDR aujourd'hui. C'est ça qui pourra faire une majorité. Et sortir le Rassemblement national de ce qui a été, hélas, j'ai été le premier à vouloir l'en sortir, un corner. J'essayais d'éviter le mot franglais, mais ça a été longtemps un corner. Bref, nous en sommes venus à parler de beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, mon cher Alexandre. Finissons sur des notes plus légères. Nous avons donc abordé beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup d'être prêté à cet exercice spécialement passionné, je dois dire, sans préjudice des autres conversations que j'ai eues jusqu'à présent. Mais quittons-nous sur des notes plus légères. Vous nous avez apporté un stylo que l'on voit à l'écran qui montre que vous êtes aussi un homme de lettres, lecteur, auteur. Vous écrivez à la plume ? Alors, un peu, je n'écris pas tant que ça, et d'ailleurs, je dicte essentiellement. J'ai pris l'habitude de dicter. C'est ce que font beaucoup de professionnels. Et ma pensée, c'est d'adapter au fil du temps. Et si je dois écrire, ma plume ne va pas assez vite. Et donc, en dictant, je peux aller au rythme qui convient pour moi. Mais ça, ce sont des habitudes personnelles. Vous utilisez toujours ce stylo familial ? J'ai quand même quelques instruments d'écriture, et notamment ce stylo que je vous ai montré. Vous l'utilisez toujours ? Non, je ne l'utilise plus puisque je l'ai donné.
C'est un stylo qui avait été offert par mon grand-père à mon père. J'ai toujours connu mon père avec ce beau stylo gainé de cuir. Qui a plus d'un gros siècle. stylo. Comme quoi, vous êtes un peu conservateur. Voilà, je l'ai reçu de mon père. Et à la naissance de mon premier petit-fils, j'avais 2 petites filles, mon premier petit-fils il y a 6 mois, pour que ce stylo reste entre des mains masculines, Oresco référence. Masculine. Ouais. Attention, je vais dire à Marine Le Pen ce que vous dites là. Je l'ai donné à mon petit-fils sous l'usufruit de son père, mon fils. Très bien. Ça c'est du conservatisme pur sucre, mon cher Alexandre. Absolument. Et au travers d'un stylo, je vous laisse imaginer tout ce qu'un psychanalyste pourra penser de tout ça. Évidemment, c'est riche. Et vous avez le temps de lire, au milieu de tant d'activités politiques, juridiques, familiales? Je dois lire malheureusement un peu trop de bêtises en anglais produites par le Parlement européen, mais ce sont les obligations de ma charge. Je parle de lecture. Oui, mais ça se lit aussi. Qu'aimez-vous? Quels sont vos auteurs favoris? Donc le temps m'est un peu pris pour ça. Alors, vos 3 auteurs favoris? Alors, mes 3 auteurs favoris. Dieu. Non, pas Dieu. L'œuvre est considérable. Mais... Antoine Blondin. Pour la pureté du style. Nous sommes chez lui ici, vous savez, nous sommes dans le quartier latin. Et je suis. Je fais partie des personnes à qui Antoine Blondin a donné une gifle. Et laquelle? Je rentrais, j'étais un jeune homme. Je rentre chez Castel dans la discothèque que vous avez peut-être connue. À 300 mètres d'ici. Oui. Voilà. Il y a un sas d'entrée. Et je vois Blondin qui sort dans l'état normal qui est le sien, c'est-à-dire complètement sous. Je dois avoir 18 ans, je rabaisse la tête et je lui dis bonsoir maître. Il me regarde. Il avait espéré entrer à l'Académie française. Il me regarde l'œil vitreux et il m'allonge une claque. Évidemment, pas rendre à Antoine Blondin la gifle reçue. Et oui, il n'avait pas réussi à entrer à l'Académie. Et voilà. Mais la pureté de la langue, l'élégance de la pensée. L'élégance. Blondin, merveilleux. Mais en fait, je devais vous donner que des hussards, mais il y en a bien d'autres. Alors, moi, en poésie, Verlaine, évidemment. Hein, il y a rien plus beau, semble-t-il, que Verlaine, un poète particulier. Ce génie dépravé, ces histoires folles avec Rimbaud, le coup de pistolet de la gare, tout ça est merveilleux. Vous aimez le 19e, je crois. Et en littérature, oui. Beaucoup. Oui, politique, c'est moins intéressant. C'est agité. C'est moins intéressant. Et la peinture, c'est un peu plus conventionnel. Et puis, pour des raisons à la fois littéraires et personnelles, Jacques Laurent. Parce qu'il se trouve que par des hasards de la vie, je suis l'ayant droit de Jacques Laurent. Et Jacques Laurent n'avait pas énormément d'amis. Voilà, et mon père était un de ses très chers amis. Et, il y a beaucoup de littérature autour de vous. C'est trouvé son héritier, et je le suis à la suite de mon père. Vous avez été longtemps, hélas, il n'est plus de ce monde, le beau-frère de Pierre-Guillaume de Roux, l'éditeur, qui était le mari de votre sœur, dont nous parlions tout à l'heure. Et si je vous parlais de peinture, ce serait qui? D'abord, ça y est, je cherchais le vers de Verlaine, qui est le plus beau de la langue française. Et comme le vent soufflait une embellie, nous nous prêtâmes tous à sa belle folie. Quand vous avez écrit ça, vous pouvez retourner vous coucher. Oh, c'est déjà pas mal. Et comme le vent soufflait une embellie, nous nous prêtâmes tous à sa belle folie. Magnifique. Vous me disiez en peinture. En peinture. Ah, peinture. Alors, moins 19e, là. On ira chercher... Plus classique. Ouais, chercher plus loin, plus vers Poussin. L'Italie. Italie, bien sûr, mais Poussin, c'est l'Italie déjà. Les grands Italiens, mais plutôt la peinture du 16e, 17e siècle. Mais... Et la musique, il me souvient qu'il y avait, dans le cabinet de votre père et le vôtre, une musique que l'on entendait quand on appelait, qui était une chanson d'Henri Salvador. Une chanson douce, je crois. Oui, Henri Salvador, bien sûr. Jeune... Mozart, beaucoup. La messe du couronnement, Don Juan. Voilà, ça, j'ai écouté ça tant de fois. Et puis, maintenant plus, peut-être la musique baroque. Je prends pas assez de temps à écouter de la musique.
malheureusement. Mais, très important dans l'éducation des enfants, la musique. Vous les élevez par la musique. Je ne suis plus un enfant, et je n'ai Mais plus d'enfants à la vous avez maison, des j'ai plus de petits-enfants. reproches à me faire, mais j'en écoute pas assez, mais si je sais ce que j'écouterais si je prenais le temps de le faire. Et vous savez ce qu'on dit, que Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. C'est exact. Écoutez, j'ai scrupule et un peu de chagrin de devoir mettre un terme à cette conversation qui m'a beaucoup passionné. Je le dis une fois de plus. Je ne le dis pas toujours, Alexandre Varraud. J'annonçais d'entrée de jeu qu'elle serait riche, elle le fut. Il n'est pas exclu que je vous demande de revenir un jour, car vous avez encore beaucoup de choses à dire. Et peut-être pouvons-nous nous quitter sur cette chose merveilleuse que vous nous avez livrée et qu'il faut que nous sucions comme un bonbon délicieux, ce verre de Verlaine, Alexandre Varraud, qui sera notre conclusion. Et comme le vent soufflait une embellie, nous nous prêtâmes tous à sa belle folie. Vive la langue française et vive la France. Merci Alexandre Varraud. Merci beaucoup. Merci Paul-Marie Couteau.